Et justement, comment réinventer le tourisme en ces temps d'urgence climatique? C'est notre grand angle. En ce jour de la Terre, nous allons donc nous demander comment concilier tourisme et développement durable. Bienvenue Rémi Knafou. Merci. Réinventer vraiment le tourisme, en finir avec les hypocrisies du tourisme durable, c'est le titre de votre ouvrage, que voici. Ouvrage réédité et paru aux éditions du Faubourg. Alors vous êtes géographe, professeur émérite des universités en géographie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors au vu de l'urgence climatique, voyager, faire du tourisme, est-ce que c'est bien raisonnable? Ça l'est de moins en moins. Néanmoins, comme le tourisme est plein aussi d'aspects positifs, il fait partie de nos vies, de nos pratiques sociales. Nous y trouvons beaucoup de bienfaits. Nous pouvons prendre soin de nous à travers nos vacances. Nous pouvons aller vers les autres. Donc il y a plein d'aspects positifs. C'est à mettre en balance avec effectivement les aspects négatifs du tourisme. Le tourisme, c'est une des formes de la mondialisation qui demande à la fois des moyens de transport, des équipements, des hébergements, etc. Une transformation de la planète. Ce qu'il faudrait, c'est que nous nous contentions déjà de ce qui existe, parce que nous avons déjà beaucoup transformé la planète à des fins touristiques. Nous avons beaucoup de lits touristiques et ils ne sont pas toujours bien remplis. Donc déjà, si on se contentait de ce qu'on avait, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Alors le sociologue Rodolphe Christin, lui, est beaucoup plus radical. Il affirme que le tourisme est une industrie toxique. Vous n'êtes pas d'accord? L'industrie touristique peut être toxique dans beaucoup de cas, effectivement. Mais globalement, ça fait partie de toute façon des pratiques sociales, non seulement des pays développés, mais de plus en plus de pays en voie de développement. C'est un phénomène qui se diffuse à l'échelle mondiale de plus en plus. Géographiquement, c'est fait depuis longtemps. Socialement, c'est en cours. Donc, de toute façon, c'est un mouvement qui est puissant. Donc, il ne suffit pas de dire que ce n'est pas bien pour l'arrêter. C'est pour ça qu'il est utile d'avoir une vision peut-être plus nuancée et de faire des propositions concrètes pour que les choses aillent un tout petit peu mieux. Alors, est-ce qu'il y a eu un avant et un après pandémie? Parce que c'est vrai que pendant la pandémie, on a vu que les humains ont souffert, économiquement notamment, mais la nature, elle a repris, elle s'est embellie parce que les humains n'étaient plus là. Donc est-ce qu'on a changé nos méthodes ou pas du tout? Dans l'ensemble, non. Il y a eu un immense arrêt sans précédent dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du tourisme en particulier. Mais les flux ont repris. Alors, ils n'ont pas repris partout au même niveau. On n'est pas encore revenu au niveau de 2019. Mais on voit bien qu'il y a eu plus qu'une embellie. On est en train de repartir à peu près comme avant, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle, tout en étant favorable au tourisme, je crois qu'il faut prendre de plus en plus de précautions, il faut avoir des comportements plus sobres. Il ne faut pas oublier que le tourisme, cette révolution touristique, elle a été permise grâce à la mobilisation des énergies fossiles et que ces énergies, on sait qu'on en aura de moins en moins et que par ailleurs, ils contribuent aussi au changement climatique et au réchauffement climatique. Le tourisme qui est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre, et notamment, comme vous le dites, avec les avions, avec les bateaux de croisière, avec toutes ces énergies fossiles. Alors c'est vrai que vous vous intéressez dans votre livre sur le tourisme durable. Il y a une enquête qui vient tout juste de sortir, c'était il y a 3 jours, d'une célèbre plateforme. 77% des Français interrogés déclarent vouloir voyager de manière plus durable au cours des 12 prochains mois. 54% des voyageurs pensent que les options de voyage plus durables sont trop chers. Alors on voit qu'il y a une sorte de paradoxe entre les deux. Comment on fait? Alors c'est déjà bien qu'il y ait une forte majorité voulant voyager de manière plus durable. Mais ça, c'est une intention. La mise en acte, elle est probablement plus problématique parce que quand on fait des enquêtes auprès de touristes qui sont allés dans des lieux très éloignés, qui ont dépensé beaucoup d'énergie pour y aller, qui ont émis beaucoup de gaz à effet de serre, on s'aperçoit que bien qu'étant sensibilisés à la question du changement climatique, ils ne mettent pas en lien leurs pratiques avec ce qui se passe à l'échelle de la Terre. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent justement pour être soucieux d'être un tourisme responsable? Alors, il y a plusieurs manières de faire. Quand il s'agit d'aller vers des lieux qui ne sont pas habités, des lieux intouchés, le mieux, c'est probablement de ne pas y aller. Bon. Oui, vous rappelez voilà. L'Antarctique qu'il faut oublier, par exemple. Voilà. Effectivement, je pense que le continent antarctique, qui est un continent inhabité, enfin en dehors de bases scientifiques, n'a pas besoin de touristes, d'autant plus que pour y aller, il faut faire plusieurs milliers de kilomètres
puisque les marchés émetteurs sont l'hémisphère nord, et puis par définition, l'Antarctique, c'est le pôle sud. Donc il faut parcourir de très grandes distances, et sans justification de retombées économiques locales, puisqu'il n'y a pas de population. Oui, mais il y a cette envie du touriste de découvrir, d'être là où les autres ne vont pas. Parce que c'est ça le souci, c'est qu'il y a le tourisme de masse, et après il y a des sortes de castes de touristes où les plus riches, ou peut-être les plus motivés aussi, ne veulent pas être dans les mêmes endroits que les autres. Absolument, ça c'est une des tendances lourdes. C'est ce qu'on appelle le tourisme hors des sentiers battus, c'est se distinguer de la masse, puisque plus il y a de monde sur Terre, plus on veut se distinguer des autres. C'est une manière de se distinguer que d'aller très loin dans des voyages très coûteux, mais c'est pas une bonne manière de gérer notre rapport à l'environnement. Et si on arrivait à contenir, voire à interdire le tourisme en Antarctique, je crois que ça serait un message symbolique fort montrant qu'il est nécessaire d'entrer dans une autre période avec un tourisme plus sobre et plus responsable. Et dans d'autres lieux, est-ce qu'il faut prendre des mesures fortes? Venise, par exemple, impose une taxe. Toujours en Italie, le maire de Portofino, qui a un charmant petit village de pêcheurs du nord-est du pays, lui a mis en place 2 zones rouges dans le centre et sur le fond de mer. Alors je vous préviens, les visiteurs à pied ont interdiction de s'arrêter, sinon ils doivent payer une amende qui va jusqu'à 275 €. Au Japon, on installe des quotas sur une petite île pour éviter qu'il y ait trop de monde. C'est ce qu'il faut faire? Dans les lieux où on dit qu'il y a trop de touristes, c'est-à-dire où on ressent un excès de touristes, soit parce que ça nuit à l'environnement, soit parce que ça dérange aussi la société d'accueil, c'est aussi ce qui se passe, on a tous les outils possibles. Il suffit d'introduire des outils de régulation. Donc des taxes, des amendes, c'est ce que vous dites? Alors, ça peut être des taxes, ça peut être des amendes. À Venise, c'est une sorte de taxe de séjour qui est perçue simplement pour les gens qui viennent à la journée, parce que de toute façon, il y a déjà une taxe de séjour qui est perçue. Mais pour les excursionnistes, ce qu'on leur reproche, c'est de venir sans dormir et donc sans faire des dépenses dans le lieu. Mais il y a plusieurs manières de gérer ça, effectivement. Tout simplement par des quotas dans des lieux qui sont fermés. Venise est un cas plus complexe parce que c'est un lieu touristique ouvert, mais il y a des lieux fermés. On l'a vu par exemple récemment dans les calanques à côté de Marseille, la calanque de Sugiton. Bon, on réserve pendant la période de pointe uniquement, parce qu'en dehors du reste de l'année, c'est pas le cas. On s'inscrit en ligne, on réserve, c'est gratuit. Donc le voyageur aujourd'hui n'existe plus. Enfin, le voyageur doit réserver, tout ce qui était inconnu, tout ce qui était impromptu, uniquement dans quelques types de lieux, parce qu'ils sont très, très demandés, en même temps très vulnérables. Quand vous allez à l'Alhambra de Grenade, par exemple, pour visiter en haute saison, il faut effectivement réserver aussi, parce qu'on ne peut pas accueillir des milliers de personnes dans un espace qui n'a pas été conçu pour eux. Mais le voyageur, il a encore beaucoup de lieux sur Terre où il n'y a pas encore foule. On peut aller sans remettre en cause ni notre environnement, ni les conditions d'accueil de la société locale, on peut aller encore dans beaucoup de lieux. La Terre est encore un vaste catalogue de lieux touristiques, et tout le monde, il se trouve que le gros de la troupe va vers des lieux qui sont ce qu'on appelle des hauts lieux d'intérêt mondialisé, parce qu'ils sont très médiatisés. Beaucoup de gens ont envie d'aller là, mais à côté, il y a d'autres lieux qui sont parfois tout aussi intéressants et dans lesquels on peut encore se promener presque tranquillement. Est-ce que vous pensez que les influenceurs, notamment, on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, vanter des lieux souvent insolites, ils sont souvent sponsorisés. Est-ce que là, ça fait encore plus de mal? Et est-ce qu'il faudrait les former, les alerter sur les risques? Ça paraît difficile parce que, comme vous le rappelez à juste titre, ils sont payés pour faire ce travail d'influence. Donc c'est une des formes de la communication touristique aujourd'hui, effectivement. Elle est un peu perverse, mais ça fait partie des outils dont dispose le système touristique mondialisé pour nous inciter à aller vers des lieux toujours plus loin. C'est ça qui est déraisonnable, c'est toujours plus et toujours plus loin. C'est ça le système dans lequel on est, et je crois que j'appelle de mes voeux une 4e révolution touristique qui serait d'inverser ce mouvement touristique qui veut qu'on aille toujours plus loin des espaces habités, et que l'on transforme chaque jour davantage notre environnement. Et vous l'avez étudié, c'est vrai qu'au début, le tourisme, en tout cas le voyage, était réservé à une élite. Depuis, il s'est démocratisé avec ce tourisme de masse, un tourisme de masse qui est pour les personnes qui sont moins riches que les élites. Est-ce qu'il faut en finir avec le tourisme de masse? Est-ce qu'on n'en arrivera pas à des excès? C'est-à-dire que seuls les plus riches auront le droit de voyager parce que peut-être parce qu'il y a moins de pollution, moins de risques? Alors, le tourisme de masse, c'est le tourisme de tous ceux qui ont la possibilité et
en raison de leur état physique et de leurs conditions financières, de pouvoir voyager. Donc là, c'est un mouvement qui est croissant, contre lequel on ne pourra pas aller facilement. Donc, et c'est une aspiration qui, par ailleurs, semble tout à fait légitime. Alors qu'il y ait, par ailleurs, tourisme à plusieurs vitesses, c'est tout à fait évident, puisque les gens qui en ont les moyens se payent des voyages pour essayer d'échapper à cette foule. Néanmoins, il y a quand même des lieux touristiques qui sont les hauts lieux dans lesquels tout le monde se retrouve. À Venise, vous avez à la fois un tourisme de toutes les catégories sociales, mais aussi le tourisme de ceux qui, par ailleurs, peuvent aller très loin, mais également sacrifient à cet endroit parce qu'il est unique au monde. Et l'urgence aujourd'hui, c'est effectivement peut-être le transport, c'est ça l'urgence, c'est-à-dire avoir des avions à hydrogène, avoir des bateaux de croisière moins gourmands en énergie, c'est vraiment le point noir? Alors, c'est un des points effectivement cruciaux, le transport. Alors, il y a des progrès techniques qui sont faits indiscutablement. On va vers des modes de transport qui sont un tout petit peu plus vertueux, mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il serait quand même souhaitable d'aller moins souvent, de partir moins souvent et d'aller moins loin. C'est ça qui me paraît plutôt le bon remède à notre question de transport, parce que les progrès techniques, ça ne suffira pas. Et puis si on arrivait, par exemple, c'est une des propositions, je ne suis pas du tout le seul à la faire, mais à taxer le carburant aérien comme les carburants terrestres, on mettrait à égalité déjà les modes de transport concurrents. Merci Rémi Knafou. Grâce à vous, on a quelques pistes pour un tourisme durable, pour continuer à voyager malgré l'urgence climatique. Et je renvoie nos téléspectateurs et téléspectatrices à votre ouvrage « Réinventer vraiment le tourisme ». C'est aux éditions du Faubourg. Merci à vous. Merci à vous.